Et de mon côté, du coup, je vais quand même faire une petite intervention. On va peut-être prendre un point de vue un peu plus colonial, du coup, d'une certaine manière, mais qui, vous allez voir, est quand même assez intéressante. Puisque aujourd'hui, moi, je vais pas vous parler d'une bataille ni d'un peuple de natifs américains, je vais vous parler d'une personne et du point de vue de cette personne pendant toute la période de la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle. Donc le protagoniste de notre chronique, et tu l'as pas cité, c'est gentil, du coup comme Non, ça permet de garder la surprise. de ma chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un gars qui est assez célèbre hein, finalement dans cet univers-là. On va parler de Sébastien Racle. Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'en fait, il a écrit plusieurs lettres pendant toute sa vie, nous permettant de retracer ses pas au cours de ses différentes missions, parce qu'en fait, il est jésuite, nous donnant alors ainsi un point de vue exclusif, bien que bien évidemment subjectif, sur l'époque et sur les différentes cultures de natifs qu'il a été amené à côtoyer au cours de sa carrière. Les lettres sur lesquelles nous nous appuierons notamment sont une lettre qu'il a écrite à son neveu le 15 octobre 1722 et une autre à son frère le 17 octobre 1723. Ces lettres, ainsi que de nombreux autres de jésuites, sont compilées dans des recueils sous l'appellation Lettres édifiantes et curieuses, Mémoires d'Amérique. Et vous en avez pour tous les continents colonisés, hein. Il y a Afrique, il y a Asie, il y a la totale. Mais celle qui nous intéresse du coup, c'est dans Mémoire d'Amérique et c'est dans le tome 6 qui a été publié en 1810 et que vous pouvez trouver sur Google, puisque figurez-vous que moi je les ai lus, ces deux lettres entièrement et que j'ai été complètement fasciné par ce que j'ai lu. On en parlera peut-être après en conclusion. Alors du coup, commençons notre histoire. Né le 4 janvier 1657 à Pontarlier dans le Doubs, Sébastien Racle était un missionnaire jésuite. Reçu dans la compagnie de Jésus, le jeune Sébastien fit son noviciat à Dole à partir du 24 septembre 1675. Son noviciat terminé, il fut nommé professeur de 5e au séminaire de Carpentras où il résida 2 ans, puis fut appelé à Nîmes, puis successivement à Carpentras et à Lyon où il enseignera alors la théologie. Donc c'est un prof en fait, hein, finalement. Ah ouais. Il avait probablement été ordonné prêtre aux alentours de 1686. Sa formation spirituelle et intellectuelle s'achèvera avec le 3e an. Alors tout ça, c'est des trucs de jésuites, je vous avoue, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Quoi qu'il arrive, il va partir ensuite pour le Canada le 23 juillet 1689, à l'âge de 39 ans. Et ce départ, ça a l'air de rien, mais ça va changer la vie de beaucoup de personnes, parce que en fait le père Racle, on va voir, c'est pas n'importe qui. Donc le père Racle débarque tout frais à l'âge de 39 ans à Québec le 13 octobre. Il fut envoyé directement à la mission abénaquise de Saint-François de Sales et s'engage immédiatement dans des études linguistiques sur la structure grammaticale de la langue des locaux. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose qui va être très très important. Il décrit d'ailleurs, je cite, « À mon arrivée à Québec, je m'appliquai à la langue de nos sauvages. Cette langue est très difficile car il ne suffit pas d'en étudier les termes et leur signification et de se faire une provision de mots et de phrases, il faut encore savoir le tout de l'arrangement que les sauvages leur donnent et que l'on ne peut guère attraper que par le commerce et par la fréquentation de ces peuples. » Fin de citation. Alors oui, du coup, je vais pas mal citer le père Racle lui-même, et les termes qu'il utilise sont pas forcément toujours les plus sympas, parce que vous allez voir, il dit toujours les sauvages, même pas des êtres humains. Donc on est un peu dans cette ambiance-là, mais vous allez voir, hein, dans sa tête, ce sera pas forcément, et c'est ça qui est paradoxal, ce sera pas forcément toujours si péjoratif que ça, au bout d'un moment. Donc bref. Ici, on se rend bien compte que le but du père Racle, c'est vraiment d'essayer d'apprendre le plus possible les langues, et il se trouve qu'il est doué d'une mémoire assez prodigieuse, et il va bientôt se familiariser avec le Wabanaki, il va parler aussi correctement l'Outaouais, le Huron, l'Illinois, et la plupart du temps, lorsqu'il va parler aux natifs, en fait, nous, dans le texte, on l'a en français, mais à chaque fois, il précise bien que c'est des discours qu'il a donnés dans la langue du peuple. Wow. Donc, franchement, honnêtement, pour faire des gros discours en langue abénaki, ça montre quand même que le gars a quand même un assez large intérêt pour les peuples locaux, ce qui n'est pas forcément d'une part l'apanage de tous les missionnaires. Donc, ça veut dire qu'il prend d'une part sa mission, bien sûr, de christianisation au sérieux, puisqu'il est pas couillon, hein, il se rend compte que ça passe bien par la langue, mais il fait quand même l'effort d'aller chercher les gens avec
leur langue. Et franchement, moi je serais incapable d'apprendre à parler 5 langues comme ça. Et quand on lit les textes, on se rend compte qu'il les maîtrise à la perfection. Il y a même des moments vraiment où il explique à son frère, il dit bah voilà, ça dans le contexte, c'est cette phrase-là, mais eux ils ont qu'un seul mot pour dire ça, etc. Enfin, c'est assez fabuleux, vous pourrez aller lire les lettres. Surtout, en Donc, plus, va oui. apprendre une langue après 39 ans. Oui, après 39 ans, c'est ça le chaud. délire. C'est que déjà, le mec, surtout qu'en plus, il doit savoir parler français, voire peut-être même plusieurs types de français, parce qu'à cette époque-là, il se trouve, il a bossé dans le sud de la France, donc il sait probablement parler le languedoc, la langue d'Oil, le français, et on va voir qu'il communique avec les Anglais, donc il sait probablement parler anglais aussi, il sait parler latin, forcément. Donc en fait, le mec, il est polyglotte, c'est une forme de génie. Et d'ailleurs, il était considéré par ses pairs comme un homme de très grande énergie, jouissant d'une santé des plus robustes, mu en outre par un zèle que son départ pour un pays lointain avait déjà montré. En fait, le mec, c'est la définition de déterminé. Lui, il a une mission avec un grand M, et il n'est pas là pour cueillir des fraises dans la nature. Alors, le 13 août 1691, c'est le début de sa première mission solo. Il est envoyé par la compagnie de Jésus, bien évidemment, pour aller convertir les peuples illinois. Un peuple vivant au sud des Grands Lacs, dans la haute vallée du Mississippi. Donc rien à voir avec les Wabanaki pour le coup. Outre un voyage terriblement long, le père Racle va rencontrer en chemin beaucoup d'autres cultures natives qu'il décrit avec une certaine précision dans ses lettres. Il va notamment relater que lors de son périple, il doit faire une halte près du lac des Hurons, qui d'ailleurs, soit dit en passant, parce que j'ai cherché sur Google, se trouve à 235 heures de marche de Québec. Wow. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc quand on parle de semi-nomadisme, les mecs, ils font de la marche, mais ça veut dire que le gars à 40 ans, il se fait 235 heures de marche au total. Et ça, c'est pas rien. Et bref, du coup, au bord du lac des Hurons, il va pas rencontrer des Hurons, il va rencontrer des Outaouais, qu'il décrit d'ailleurs avec beaucoup de rudesse. Je cite encore une fois. Ceux-ci sont très superstitieux et très attachés aux jongleries de leurs charlatans. Ils s'attribuent une origine aussi insensée que ridicule. Ils prétendent sortir de 3 familles et chaque famille est composée de 500 personnes. Donc, on ressent bien ici le mépris que Racle peut avoir à l'encontre des Outaouais, ce qui ne le dérange quand même pas ensuite de décrire la spiritualité de ces derniers. C'est ça qui est assez fou, c'est que le mec est catholique, clairement les païens c'est pas du tout sa came, et après t'as je sais pas combien de pages de description de la spiritualité des Outaouais. Je vais vous préciser un peu tout ça, parce que, alors après c'est son point de vue à lui, hein, c'est à prendre ou à laisser, moi je sais pas vraiment comment fonctionne réellement la spiritualité des Outaouais. Mais en gros il précise dans sa lettre que les 3 fameuses familles, c'est d'une part la famille de Mitchabou, le grand lièvre, puis celle de Nemepich, sinon je sais pas trop, la carpe, ou encore de Machova, l'ours. Donc je vais pas vous paraphraser le texte, mais chacune des familles a le droit à la description de son mythe originel. Et je trouve ça vraiment très intéressant de la part d'un jésuite de malgré tout s'intéresser suffisamment au peuple jusqu'à décrire littéralement, comme je le disais, une autre religion. Et en plus, c'est même pas à ses pères qui laissent ça, c'est à son frère. Ah ouais. Donc il n'y a même pas forcément un intérêt de d'écrire genre à la confrérie pour dire regardez comment ça fonctionne. Non, il écrit à son frangin. Donc honnêtement, je sais pas qui est son frère, mais peut-être qu'il en avait marre d'avoir des lettres sur des spiritualités de gens que lui ne connaîtrait jamais. Alors du coup, dans ses pérégrinations, il va assister à l'enterrement d'un capitaine Outaouais. Et là, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, les Européens, ils vont toujours placer des mots occidentaux sur des fonctions qui ne le sont pas forcément. Donc ici, dans le texte, capitaine doit probablement signifier chef, guerrier ou leader, quelque chose dans ce goût-là. Il nous explique alors les différences de rituels d'une famille à l'autre. Par exemple, les ours et la carpe vont enterrer leurs morts lors de grands rituels très spécifiques, alors que la famille du grand lièvre, lui, va incinérer les défunts. Donc on se rend bien compte de différences culturelles à l'intérieur d'un même groupe culturel. Après, il va prendre pas mal de temps pour décrire, comme je le disais, la spiritualité des Outaouais, et notamment ce qu'il appelle le concept du Manitou. Je cite encore une fois. Comme ils ne connaissent que les bêtes avec lesquelles ils vivent dans les forêts, ils imaginent que dans ces bêtes, ou plutôt dans leur peau, ou dans leur plumage, il y a une espèce de génie qui gouverne toute chose, qui est le maître de la vie et de la mort. Fin de citation. Donc d'après ce que nous dit Racle, le Manitou ce serait une sorte de force de vie spirituelle. Il précise qu'il existe des Manitous communs à toute la nation, mais aussi des Manitous particuliers pour chaque personne. Par exemple, Usakita, c'est le grand Manitou de toutes les bêtes qui marchent sur la terre.
qui vole dans le ciel aussi. Il a donc le droit à des rites très particuliers lors des moments de chasse. Lors de ces rites, les Outaouais vont lui offrir du tabac, du plomb, de la poudre, des pots, le tout attaché à une perche, et ils vont la brandir en l'air en disant, et là je cite Racle, citant lui-même les Outaouais, ouvrez les guillemets, Usakita, nous te donnons à fumer, nous t'offrons de quoi tuer les bêtes, daigne agréer ces présents, et ne permets pas qu'elles échappent à notre ait, laisse-nous en tuer en grand nombre, et des plus grasses, afin que nos enfants ne manquent ni de vêtements, ni de nourriture. Fin de citation de la citation. Il existe aussi Michi, le Manitou de l'eau et des poissons, et les Outaouais lui font des sacrifices à peu près semblables, mais plutôt en lien avec la pêche. Donc comme j'ai dit précédemment, chaque Outaouais possède son propre Manitou, qui peut être un ours, un castor, ou d'autres bêtes de la forêt. Ils vont alors porter la peau de leur animal lors des chasses ou des voyages, afin de se protéger. Racle décrit la cérémonie du Manitou personnel de la manière suivante. Encore une fois donc je cite. Pour se donner un Manitou, il faut tuer un animal que l'on a vu en songe, puis placer une partie de la peau ou du plumage de l'animal dans l'endroit le plus important de sa cabane, et ensuite préparer un festin en son honneur. Fin de citation. Donc là, j'ai à peine survolé tout ce qu'il a décrit sur les Outaouais. Donc le mec est pratiquement un ethnologue en fait à ce niveau-là. D'autant plus que il participe pas spécialement, il l'observe, mais il est quand même au milieu de la tribu. Donc franchement, assez respect de faire ça, je trouve, au début du XVIIIe siècle. Ouais, donc bref, ouais, franchement, c'est par assez... rapport à- genre il vient assez tard dans le game, mais Ouais. franchement il a des bonnes. Il a une bonne manière de faire. Ouais, Je pense qu'il le fait pas pour des bonnes raisons, parce que le but Oui. c'est toujours la conversion, mais la manière qu'il a de le faire me fait beaucoup penser à des manières de faire de l'ethnologie début 20e siècle, tu Oui, vois, en fait, d'une oui, certaine oui. manière. Ouais, Donc ouais, c'est ou ça des qui est ethnologues assez passionnant. plus Ouais, ouais. anciens, mais plus naïfs entre guillemets. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une forme de naïveté qui transparaît un peu de tout ça, et tu vas voir par la suite, c'est exactement ça. Et donc bref, faut avancer parce qu'il reste encore 196 heures de marche jusqu'au territoire des Illinois. Donc à partir de ce moment-là, oui, encore une fois j'ai calculé, Racle va enfin pouvoir, parce que les Illinois ils vivent dans l'Illinois, c'est assez facile du coup de checker. Et encore j'ai été gentil, j'ai pris la frontière la plus proche des Grands Lacs. Donc Racle va enfin pouvoir se poser, même si sa mission ne fait que commencer. Il va donc passer les années suivantes à vivre avec les natifs, apprendre leur langue, parce que pour le coup l'Illinois il connaît pas trop à ce moment-là, il va aussi apprendre leurs rituels. Et une fois, il va notamment assister à ce qu'il appelle, je cite, le repas des capitaines, à savoir donc une grande réunion des différentes tribus du coin. Il explique que le chef a fait un grand discours aux membres de la communauté. Il ne le retranscrit pas dans sa lettre, mais explique à son frère, ou à son neveu, je sais plus, que la capacité oratoire de cet individu était des plus déconcertantes et aurait clairement fait pâlir les plus grands orateurs de l'Europe. Je trouve que dans ce passage-là, dans le texte, on sent une sorte d'admiration pour les personnes qu'il a commencé à côtoyer depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, même si ça reste toujours très patriarcal avec toute la bienveillance coloniale qu'il y a derrière, à partir de ce moment-là, dans le texte, il les appelle mes sauvages. Ah oui. C'est plus les sauvages, c'est mes sauvages. Les siens, ouais. C'est ça. Donc, bien sûr, c'est très patriarcal et colonial, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette dichotomie parce que du coup, c'est plus les sauvages. Il y a vraiment une forme de. Maintenant, c'est la famille d'une certaine manière. Lui, il va vraiment se voir comme leur papa d'une certaine manière, et on va surtout voir ça avec les Wabanaki juste après. Et oui, du coup, en fait, je me paraphrase moi-même. En fait, c'est bien parce que ça veut dire que je suis toujours en accord avec ce que j'ai écrit. C'est ce que je disais dans le texte que j'ai écrit, c'est que c'est ça le paradoxe. On sent qu'il considère vraiment les natifs comme sa famille, ce qui transparaît par de l'admiration dans le texte, mais aussi bien comme il va les considérer comme des enfants qu'il faut sauver d'eux-mêmes parce qu'ils sont pas catholiques, quoi. Voilà. Ouais. Donc il va passer beaucoup de temps dans ces textes à tout simplement aussi décrire les paysages, nous permettant de comprendre que nous sommes sur un territoire très très riche en ressources. Racle explique qu'il a vu parfois des groupes de près de 200 coqs d'Inde et qu'il est très fréquent de rencontrer des troupeaux de 2000 bœufs ou de 1000 chevreuils. Alors du coup, bien évidemment, il ne s'agit ni de coqs d'Inde, ni de bœufs, ni de chevreuils, donc je te laisse la mission. À ton avis, de quelles espèces animales s'agit-il ? Bah, ça va être les bœufs, c'est les bisons. C'est des bisons, ouais, exactement, Les tout à bisons, fait. je me suis j'ai enlevé un passage par rapport aux bisons sur. Ok. Et les coqs d'Inde, c'est les dindes. C'est les dindes et les dindons, ouais, tout à Dindes fait. et Ouais. les dindons.
Et le troisième, c'était quoi? Chevreuil. Les chevreuils dans l'Illinois. C'est quoi? C'est Franchement, je suis pas sûr, mais je pense que c'est des rennes. des... Parce que les cerfs, ça se balade Ah pas à ouais. 1000 dehors. Oui. Les chevreuils non plus. Il y a Ouais, qu'un ouais, seul, oui, un seul j'avoue. cerf qui est à ce point grégaire, c'est des rennes. Mais Je les trouve ça rennes, un peu- attends, c'est Bah, les orignales. Des orignales, du coup. Parce qu'il y a pas de non, rennes. les orignaux, c'est les caribous, les rennes. Ah, En d'accord, langue ok. de l'époque. Les orignaux, c'est des élans, si je dis pas de conneries. Ah, d'accord, Wapiti, d'accord. c'est cerf, orignaux, c'est élan, Oui, ouais, et c'est ça, il y a caribou, ok. c'est rennes. Ok, ok. Donc oui, c'est le bordel au niveau des, au niveau des Ouais. animaux, d'autant plus que les Européens de l'époque, ils transcrivent des trucs qu'ils connaissent de chez eux, donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, les régions, elles sont très riches. Il y a aussi en abondance des ours, des cerfs, des orignaux, justement, et aussi plein de castors. On y reviendra. Le but de la mission des jésuites, comme je l'ai dit, c'est pas de regarder des jolis paysages, mais bien de convertir. Les natifs appellent la plupart du temps le christianisme la prière. Et Sébastien Racle use de tous ses atouts d'orateur et de linguiste pour convertir petit à petit les Illinois. Il les emmène du côté clair de la force, en tout cas de son point de vue. Après 2 ans passés en leur compagnie, l'évangélisation n'est pas terminée, mais elle est bien entamée. Par la suite, c'est la fin de son service et la compagnie va l'envoyer dans un autre peuple déjà bien christianisé, les fameux Wabanaki. Sa dernière mission sera dans un village du nom de Narantsuak. Et Ouais. ce village, Nico en a déjà parlé, c'est juste que tu as utilisé la terminologie anglaise, il me Ah semble. oui, parce que j'ai utilisé des sources en anglais. Anglaise. Et je m'en Alors suis que moi, aperçu du coup, aujourd'hui. j'ai un Français qui a écrit Oui, ça. oui, c'est clair. Je sais plus, j'ai googlé ça, et je suis tombé sur la page Wikipédia en français, Wikipédia, et hein. c'est là où j'ai vu qu'il y avait un nom en français. Bon, c'était trop tard pour modifier, mais Narantsuak, du coup, ça veut dire en algonquin, peuple d'entre les rapides. Voilà. Donc j'imagine pas très loin d'une rivière, du coup, fatalement. c'est juste à côté de la rivière Kennebec. La rivière Kennebec, ok, Oui. très bien. Ouais. Et c'est aussi situé à 15 jours de Québec, et par contre à 2 jours de la frontière anglaise, ce qui va naturellement finir par poser un gros problème, t'en as déjà un peu parlé dans ta chronique. Mais quoi qu'il en soit, malgré la distance avec la France, les natifs préfèrent commercer avec eux plutôt qu'avec les Anglais ou les Anglois comme dirait Héracle, parce qu'il écrit Anglois et François, bien évidemment. Ce qui est très rigolo à lire, tout de suite ça donne une dimension comique à un truc qui n'est pas du tout, je trouve. Bref, on n'est pas là pour juger comment on écrivait dans le passé. Mais donc du coup, bref, pour les Wabanaki, une alliance, ça a l'air d'être quelque chose de très important pour eux, et ce malgré tous les avantages que offrent les Anglais. Parce que les Anglais, ils veulent les Wabanaki dans leur camp, donc ils vont faire offre commerciale sur offre commerciale sur offre commerciale, et à chaque fois les Wabanaki ils disent non, nous on est potes avec les Français, laisse tomber gros. En gros, mais ils parlent pas vraiment comme ça. Racle commence directement, en arrivant sur place, à bâtir un bâtiment très important pour lui, à ton avis? Une église. Une église, exactement, et dans sa lettre, il la qualifie de très très belle. Plus de 40 habitants assistent, je te jure, c'est vrai en plus, 40 habitants assistent à ses offices. Parfois, ils viennent d'autres villages des alentours. Il a également d'ailleurs bâti 2 autres chapelles aux extrémités du village, l'une dédiée à la Vierge et l'autre à l'ange gardien. C'est le mec le plus motivé Wow. du monde. Hein. Mais attention, son plus gros challenge est de réussir à confectionner des bougies convenables. Il va galérer, mais il va parvenir à quelque chose de suffisamment satisfaisant en combinant de la sève de laurier bouillie mélangée à de la graisse animale et du suif. En fait, au bout d'un moment, il va finir par prendre une place tellement importante dans le village qu'il va être régulièrement invité aux différentes consultations des habitants. Et donc du coup forcément il va se mêler au milieu de la vie des Wabanaki, nous permettant d'en savoir plus sur justement leur mode de vie. Et là c'est ça qui va être intéressant, c'est que tu nous as expliqué tout le mode de vie des Wabanaki avec des sources archéologiques, ethnologiques, etc. Oui. Donc maintenant je te propose qu'on revoie la même chose du point de vue d'un mec du 18e siècle. Parfait. Et comme ça tu pourras me dire si il raconte des conneries ou pas finalement. Donc, parce que dans ses lettres, Racle, il explique que parfois les habitants partent plusieurs mois en bord de mer. Donc là, ça a l'air quand même de bien coïncider. Ouais, ça me coche. Jusque-là, pour le moment, ça va. Au printemps, ils sèment le maïs. Puis ensuite, ils partent justement vers la mer afin de vivre en attendant le début de la récolte. Donc Racle, il a l'air d'avoir fait son choix. Hein. Pour lui, c'est plutôt de l'horticulture dans ce que tu disais. Hein. On sème, on se casse, on revient et pouf, il y a de la bouffe, quoi. Ça a l'air plutôt d'être ça, en tout cas, de son point de vue. Sauf que, encore une fois, Racle, il a une vraie problématique qui est très importante. Comment tu fais pour pouvoir être chrétien et semi-nomade? Bah, c'est très simple. Ah. Tu as une chapelle portative. Oh. Ah ouais. En fait, il explique qu'en gros, il a créé une chapelle portative. Donc, et du coup, il l'a fait dresser chaque soir pour donner la messe.
Et bien évidemment, dans le village au bord de la mer, il a fait construire une église plus petite, mais il apporte quand même les ornements depuis l'église principale du village principal. Ok, waouh. Ah ouais, Il est vraiment ultra vénère, ce mec. C'est incroyable. Parfois, les habitants vont du coup quitter aussi le village pour aller au bord de la rivière. Et là, du coup, Racle explique qu'ils vont pêcher des gros harengs. Lui, il les aime bien, mais alors du coup, je sais pas si c'est vraiment des harengs. Parce que un hareng, ça vit dans la mer, non? c'est une bonne question, ouais. Ouais. Aucune Là, je idée. t'avoue que je me suis dit, est-ce qu'il parle de saumon? Mais en même Ouais. temps, il doit bien savoir ce que c'est un saumon. Mais en même temps, après, En je me suis dit, est-ce qu'il y a des plus, saumons en France, en fait, à la base? Je sais pas. ouais, je sais pas, non mais en plus le nom des espèces à l'époque, il est pas fixe. Donc Mais oui, ça non, non, peut du être tout. n'importe quoi. Donc hareng, ça peut être Hareng. plein de choses. Donc voilà, en gros, il bouffe du poisson et visiblement, Sébastien aime bien le poisson. Je rappelle aussi qu'au 16e et 17e, le castor est un poisson. Oui, c'est vrai que le castor est un poisson. Du coup, Racle aura beaucoup de mal à s'acclimater en fait à la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mange très peu de viande boucanée parce qu'il aime pas ça. Donc, ce qui est dommage parce que visiblement, c'est une des viandes qu'ils font le plus souvent. Et en fait, ce qu'il préfère manger, c'est de la bouillie de blé de Turquie. Donc, bien évidemment, ici, on va parler de maïs. Par contre, il trouve ça très fade, donc il est un peu difficile sur la nourriture, mais c'est pas grave, parce qu'il a une astuce, c'est qu'il met du sucre dedans pour relever un peu le goût. Et bien évidemment, le sucre que les Wabanaki utilisent, t'en as parlé, c'est le fameux sirop d'érable. Et ça, Racle, il adore. Et il fait dans sa lettre tout un descriptif comment obtenir ce fameux sirop. Je ne vais pas répéter, puisque tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est exactement la même chose qu'il a décrit dans son bouquin. Ok. Maintenant, petite anecdote. Un jour, le père Racle raconte que l'un des chefs du clan, célèbre pour son courage, se fait tuer par des Anglais, les salauds. Des Mohicans débarquent alors dans le village pour payer leur respect à l'un des hommes les plus valeureux de la région. Sébastien connaît très peu les Mohicans, et il les sait non christianisés. Il a peur que ça détruise la bonne morale chrétienne qu'il s'évertue à garder dans le village. Il décide alors de leur faire un grand discours dans leur langue, pour vanter les mérites du défunt, mais aussi dans la foulée de la religion catholique. Quelques mois plus tard, lors d'un échange commercial avec les Mohicans, ceux-ci expliquent au prêtre lui-même que ces paroles sont restées gravées dans leur mémoire, réjouissant ainsi le missionnaire qui directement décide d'envoyer quelques hommes dans le campement des Mohicans, avec lui-même bien sûr, pour y construire quoi? Une église. Une église. Tada. Donc bien sûr, le texte est loin d'être objectif parce que c'est quand même lui qui raconte sa propre histoire. Ouais. Mais il semblerait quand même que, d'après ce qu'il nous dit, en tout cas lui pense jouir d'une assez bonne réputation auprès des différentes tribus natives de la région. Par exemple, il explique que vraiment, de plus en plus ça va, plus les différentes communautés de cette région-là les consultent régulièrement pour des problèmes politiques avec les Européens, notamment les Anglais. Et là, patatras, on va commencer à se rendre compte qu'on arrive dans quelque chose d'un peu problématique. Racle raconte d'ailleurs une anecdote à ce propos qui permet de mieux cerner le personnage et surtout de mieux comprendre ce qui va l'opposer directement aux Anglais. Il explique qu'un jour, un pasteur protestant débarque dans la région et tente de convertir les Wabanaki. Et ça lui plaît pas trop. Le prêtre décide alors d'envoyer à son collègue / rival un texte d'une 100aine de pages pour bien lui faire comprendre que ces ouailles ne sont pas à convertir. Les deux vont faire des espèces d'échanges théologiques via lettres et au bout d'un moment, l'anglais s'en retournera bredouille à Boston. Et c'est là où le nouveau gouverneur de Boston décide, puisque la conversion ne marche pas, de faire une demande diplomatique aux Abénakis et leur propose de les retrouver sur l'île du fleuve. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'imagine que c'est une île sur un fleuve. Sébastien les accompagne. Quand le gouverneur voit la présence du jésuite, il dit aux natifs non, lui il est pas dans les négociations. Sauf que les Wabanaki disent bah en fait nous on participe pas s'il participe pas, parce que c'est notre pote. Du coup, les Anglais disent c'est pas grave, d'accord, il va rester, super. Et du coup, les Wabanaki, les Anglais, pardon, vont pas tarder à rentrer en guerre contre la France. Et ils souhaitent que leurs alliés Wabanaki restent neutres dans cette affaire. Bien évidemment, les Wabanaki vont dire bah non, on est alliés aux Français, donc si tu attaques le Français,
j'attaquerai l'anglais fatalement. Le texte est beaucoup mieux décrit que ce que je vous explique ici. Là, je suis en full impro, mais en gros, vous avez pareil 3 pages de discussion de diplomatie entre les natifs et les Anglais. Au bout d'un moment dans la conversation, les Wabanaki se retirent pour discuter entre eux de la décision à prendre, et c'est alors que le gouverneur anglais se tourne vers Sébastien et leur dit ceci. Je vous prie, monsieur, de ne pas porter vos Indiens à nous faire la guerre. Ce à quoi répond le missionnaire, je cite une nouvelle fois, ma religion et mon caractère de prêtre m'engagent à ne leur donner que des conseils de paix. Alors pensez-vous que Racle ment ou pas à ce moment précis? Bonne question, c'est Bonne clair. question. Je me demande ce qui va bien se passer derrière. Peut-être se ment-il à lui-même finalement d'une certaine manière. Donc, en tout cas, dans cet échange, on voit bien que les Anglais considèrent pas du tout les Wabanaki comme pouvant avoir leur propre point de vue. Dans leur tête, c'est clairement les sbires du jésuite qui, de son côté, semble, en tout cas du point de vue des Anglais, passer son temps à saper les tentatives de commerce et de paix que les Anglais cherchent à avoir avec les locaux. Et c'est alors qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'un jésuite, certes français, chercherait à ce point à saper les tentatives des Anglais dans la région. Alors à mon sens, après j'ai pas fait 10 millions de recherches non plus là-dessus, ça ne s'explique pas par le côté patriote de Sébastien, il est jésuite, hein. Alors il est français certes, mais il est jésuite, mais plutôt via la religion. Si les Anglais contrôlent la région, ils envoient des missionnaires protestants, qui déstabiliseraient le pouvoir de la compagnie de Jésus, et ce qui est natif serait protestant et plus catholique. Donc du coup, de mon point de vue, c'est plutôt ça qui va le pousser à faire en sorte que les Anglais ne viennent pas dans la région. Ce qui arrange bien, du coup, bien évidemment, le gouvernement français. Du coup, avant de parler politique, on va faire un petit aparté à nouveau. On va retourner à la vie chez les Wabanaki, parce que pour le moment, tout va bien. Hein, la guerre n'est pas encore déclarée. Racle dit la chose suivante dans sa lettre à son frère. Je cite. Nos sauvages, ont si fort dépeuplé leur pays de bêtes que depuis 10 ans, on n'y trouve plus d'orignaux ni de chevreuils. Les ours et les castors, ils sont devenus très rares. Fin de citation. La faute à qui, on se demande. On voit bien ici l'impact en à peine 10 ans du commerce des fourrures imposé par les Occidentaux. C'est vrai qu'il y a vraiment quand même genre, oh bah dis donc, ah bah, ils mangent ils butent des castors. Ah, ils sont pas bien malins quand même, hein, il y en a plus. C'est vrai qu'ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont 300 dans la région, on est 3000. Ils arriveraient à dépeupler tous leurs animaux. Mais qui sont bêtes. Hein. Mais du coup, on se rend compte quand même de la différence parce que souvenez-vous, au début du texte, Racle décrit une faune florissante. Et là, au moment où il écrit la lettre, donc on est en 1723, il explique que en gros, ils en sont réduits à se nourrir pratiquement exclusivement de maïs, de haricots et de cucurbitacées. Les Wabanaki font alors une espèce de bouillie de maïs avec du poisson sec ou de la graisse, et si pas de maïs ou de patates, ce sera du gland séché cuit dans une chaudière avec de la cendre. Donc on se rend bien compte qu'on est moins dans un délire de fasteté avec du cerf, de l'orignac, etc., etc. Donc bien évidemment, la guerre va se déclarer entre la France et l'Angleterre, et Sébastien va alors enjoindre les Wabanaki à participer au conflit. Au total, 250 guerriers vont rejoindre la guerre. Dans ses lettres, le jésuite va jusqu'à détailler leur tactique de guerre et leur férocité au combat, puisqu'il considère que 200 guerriers valaient bien en force de frappe 3000 soldats européens. Là encore, on sent une certaine admiration de Racle via les gens de son peuple, comme il le dit, ou de ses sauvages. Et d'ailleurs, il utilise dans le texte l'appellation de ses guerriers. Donc vraiment, dans sa tête, c'est sa force de frappe à lui contre les Anglais. Pour lui, c'est le chef en fait. Donc tu sens vraiment que le melon, il a un peu augmenté d'une certaine manière. Mais aussi, mine de rien, en tout cas dans le texte, il leur dit d'aller taper les Anglais et les mecs vont aller taper les Anglais. Donc ça montre aussi que, mine de rien, il a quand même un poids spirituel, comme tu le disais finalement tout à l'heure, dans cette société-là. Pour le combat, les guerriers vont en fait se diviser en plusieurs groupes de 30 à 40 personnes afin de faire des raids sur les Anglais. Les locaux ont même une expression sur ça, ils appellent ça manger des hameaux. Le principe est simple, on va vers un hameau, on attaque, on pille. Là où c'est intéressant, c'est que les raids sont orchestrés pour avoir lieu en même temps, afin de créer un vent de panique. Donc en gros, malgré les distances kilométriques des différents villages de colons, on les attaque en même temps. Au total, les guerriers vont tuer plus de 200 personnes et faire 150 prisonniers. Ils vont aussi ramener d'énormes butins de guerre. Rien n'est épargné. Les villages, les forts, les métairies.
à la fin de la guerre, on dénombrera plus de 600 prisonniers faits par les natifs lors des raids. J'aimerais faire un petit aparté parce que tout à l'heure, j'ai refait encore un peu de recherche. Et je suis tombé sur un autre gars très intéressant qui s'appelle Wawanotewat, ce qui signifie je sais pas ce que ça signifie. Non, c'est autre chose, oui. Il s'appelle Greylock en anglais. Voilà. Et en gros, du coup, c'est un guerrier Wabanaki qui s'est battu notamment derrière les lignes anglaises pendant toute la guerre. Et ils ont jamais réussi à le choper. Ah oui, d'ailleurs, si c'est ça, je suis con. C'est dans le nom en fait. Son nom, ça veut dire celui qui trompe les autres. Ça, c'est son nom de guerre. Donc, il pratique une espèce de guérilla de l'autre côté et ils vont jamais réussir à l'avoir. Et le mec va mourir de sa belle mort en 1740. Longtemps après que la paix ait été signée. Donc voilà, franchement, renseignez-vous sur ce bonhomme. Vie aussi très intéressante, bien que la guerre, bien évidemment, c'est pas bien, rappelons-le quand même, malgré tout. Donc, bien évidemment, les Anglais commencent un petit peu à en avoir marre. Et d'ailleurs, Racle s'exprime sur le sujet de la façon suivante, je cite, « Persuadé, à raison, qu'en maintenant leur attachement à la foi catholique, je resserre de plus en plus les liens qui les unissent aux Français, les Anglais ont mis en œuvre toutes sortes de ruses et d'artifices pour les détacher de moi. » Fin de citation. En fait, à travers cette phrase, on sent bien que Racle il a conscience d'être une vraie épine dans le pied des Anglais et il s'en réjouit très clairement. Rien d'étonnant alors que les Britanniques décident de mettre les bouchées doubles. Puisque c'est Racle qui contrôle les Wabanaki, si on tue Racle, les Wabanaki, on peut les choper. Donc du coup, ils vont tenter de l'enlever en promettant plus de 1000 livres pour sa capture. Ah ouais. Ouais. Donc il y a des chasseurs de primes qui sont sur le coup, mais aussi bien évidemment, les Wabanaki peuvent se servir en gros, c'est gagner de la thune pour vendre votre chef spirituel. Donc là, bien évidemment, Racle, il s'en bat les couilles en fait. Il écrit à son frère « Ces menaces ne sont pas capables de m'intimider, ni de ralentir mon zèle. Trop heureux même si j'en devenais la victime. Et si Dieu me jugeait digne d'être chargé de fer et de verser mon sang pour le salut de mes chers sauvages, je le ferai. » Les Wabanaki lui ont d'ailleurs en fait même sauvé la vie à plusieurs reprises lorsque les Anglais ont tenté de le tuer ou de le kidnapper. Et je peux vous dire que de nombreux attentats ont eu lieu sur sa personne tout le reste de sa vie. Par exemple, une fois, Racle raconte que les Wabanaki débarquent dans le village et lui disent que en fait là les Anglais ils arrivent et maintenant il faut se casser. Donc du coup il part en forêt avec des coureurs des bois, d'où les raquettes parce qu'il y a de la neige à ce moment-là. Donc en fait ils ont des raquettes et du coup ils s'enfuient à base de raquettes. Ça va durer de longues semaines et très rapidement leurs provisions vont venir à manquer. Et ils vont être réduits à manger du bois bouilli, de chêne vert mélangé à des champignons, ce qui donne une potée noirâtre comestible, mais clairement dégueulasse. Il y a même un moment donné où... est clairement dégueulasse, du coup, disais-je. Petite anecdote. En fait, ça se fait de manger de l'arbre. Ça je rejoins parce que j'ai pas mal étudié la question, notamment pour le paléolithique supérieur. On peut faire de la farine de sapin, de la farine de chêne, de la farine de bouleau aussi. Et d'ailleurs, un fait qui t'intéressera un petit peu, je pense, au niveau des langues, les Iroquoiens appelaient les Algonquins, je les cite, les mangeurs d'arbres, car les Algonquins avaient l'habitude de faire des recettes de farine à base d'écorce de bouleau ou de sapin. Sauf que bien évidemment, en langue iroquoienne, c'est une insulte. Très clairement, puisque les Iroquois, eux, ne mangent pas d'arbres. Voilà. C'est fou, c'est trop bien. C'est assez intéressant, je trouve. Bref, il y a un moment donné même où il va se faire passer pour mort. Il décrit tout un processus où, en gros, les natifs, ils vont dessiner un signe sur un caillou pour dire qu'en gros, il s'est fait tuer par des gens. Et comme ça, après, d'autres personnes voient le symbole et disent aux Anglais que c'est bon, il est mort. Et du coup, les Anglais se disent « Ah bah nickel, c'est bon, on s'en est débarrassé, tout va bien. » Sauf que, bien évidemment, une fois que ça s'est calmé, bam, il revient. Il revient à nouveau pour foutre la merde. Et au bout d'un moment, il y a même la compagnie de Jésus qui commence à s'inquiéter pour sa sécurité et qui lui demande de revenir à Québec. Ils font venir un mec qui s'appelle le père de la chasse. Alors c'est son nom, il n'est pas chasseur. Et Racle va lui répondre ça texto. « Quelle idée avez-vous de moi? Me prenez-vous pour un lâche déserteur? Eh! Que deviendrait votre foi si je vous abandonnais? Votre salut m'est plus cher que la vie. Mes mesures sont prises. Dieu m'a confié ce troupeau. Je suivrai son sort. Très heureux de m'immoler pour lui. » Donc malgré tout, il a quand même conscience du danger parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, il va crever, mais il s'en fout en fait. Il écrit d'ailleurs à son frère, je cite, « C'est de la part de messieurs les Anglais de notre voisinage que j'ai le plus à craindre. Il est vrai que depuis longtemps, ils ont juré ma perte. Mais ni leur mauvaise volonté pour moi, ni la mort dont ils me menacent ne pourraient jamais me séparer de mon troupeau. »
Ainsi, vous l'aurez compris, à force de jouer avec le feu, ce qui devait arriver arriva. Le 23 août 1724, une armée de 1100 hommes, c'est beaucoup, composée d'Anglais et d'alliés natifs, tombe à l'improviste sur le village de Naransuak. On nous a parlé tout à l'heure, le massacre fut presque général. Le père de la chasse, qui était dans les environs, le décrit lui aussi dans une lettre située dans le même ouvrage, juste après celle de Racle, puisqu'il n'a jamais pu écrire sa mort, du coup, fatalement. Cette fois-ci, Sébastien refuse de partir, alors même que les Wabanaki le lui demandent. Lorsque le massacre du village commence, il tente directement en sortant de sa tente de s'interposer avec notamment Seth Abenaki. Il est immédiatement reconnu par les Anglais, et là, jackpot, il lui tire dessus, tous. Et il va s'effondrer au sol directement, ainsi que les 7 Abenaki qui ont tenté de faire un rempart de leur corps sur lui. Ils vont tous giser là, pendant le reste de l'assaut, au pied d'une grande croix plantée par ses soins, au centre du village. L'ennemi se retirera après avoir brûlé l'église et les cabanes des natifs. Le lendemain, on trouvera le cadavre du jésuite percé de coups, la chevelure enlevée, le crâne défoncé, les membres mutilés. Les Wabanaki s'emparèrent de la précieuse dépouille et l'inhumèrent à l'endroit même où, la veille, il avait célébré le saint sacrifice de la messe. Dans son texte, le père de la chasse décrit la bravoure, le zèle de son compère et considère l'action des Anglais comme un odieux assassinat. Le père Racle était dans sa 67e année de sa vie, dont il avait consacré 34 ans de mission chez les natifs américains. Une vie pleine de rebondissements, cet homme. Hein. Franchement, c'est vraiment dingue. Ouais, et 67 ans, ouais, franchement, c'est fou. Ouais, franchement, mais il a passé 34 ans en mission, il a vu des tas de choses, et je trouve que ce texte, il est important aussi pour remettre un peu les choses dans le contexte, alors même s'il est subjectif, même si c'est très colonial dans la manière dont il écrit, je trouve qu'il a bien fait son travail parce que à aucun moment il minimise l'impact de la spiritualité et la manière dont ils vivent. Il va jamais être là à faire oh là là, dis donc, il mange de la bouillie d'écorce. Non, il va être là à faire ouais, bah là on est dans la merde, du coup on bouffe de la bouillie d'écorce, c'est normal quoi. C'est clair, le gros avantage de ces textes qui sont hyper terre à terre en fait, et malgré tu vois que t'as des biais, t'as un biais bien sûr d'interprétation, biaisé de partout, mais au final, au niveau des descriptions, tu vois qu'il y a une sorte de sincérité, et il y a quelque chose en fait. Tu touches à une réalité que la personne a vécue, malgré, à travers ses propres biais à elle. Oui, à travers son prisme, il a quand même vécu tout ça, quoi. Et ouais, il y a une. C'est presque touchant, en fait. Moi, je t'avoue qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a 40 pages, hein, je crois, quand même, et puis c'est écrit en vieux français, hein, donc faut y aller. Donc ça va, heureusement ça a été tapé, c'est imprimé normal, hein, voilà, donc vous pouvez le lire sur Google si vous voulez, mais au bout d'un moment t'es dedans. Moi j'avais presque l'impression de suivre une série télé, quoi, en fait, presque. Quand tu te dis mais à quel moment il va se faire choper par les Anglais. En plus, ce qui est rigolo, c'est que dans le texte imprimé, à la fin de la lettre, t'as on va dire du blanc, et juste en dessous t'as la personne qui, je pense, a rédigé le texte à l'écrit pour l'imprimer, a mis il est mort l'année suivante. Ah ouais. Donc vraiment, la fin du texte, c'est genre mon cher frère, vraiment tout va bien, passe une bonne journée, et puis à la prochaine lettre. Et en fait, il n'y aura jamais d'autres lettres. Avant plus tard, il est mort, quoi. Ah ouais, c'est chaud. Et juste après, t'as la lettre du père de la chasse qui dit oui, je vous écris parce que là, Racle il s'est fait tuer et c'est un peu la merde. Et voilà. Donc c'est assez. J'ai trouvé ça vraiment très passionnant à lire et aussi à transmettre derrière. Ouais. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est une période qui est super intéressante, en fait, parce qu'il se passe plein de choses et malheureusement c'est très peu connu, toutes les vies qui ont pu être vécues aussi bien par les natifs qu'aussi bien par les colons aussi, mine de rien, qui ont vécu aussi ce moment. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que c'est dommage de réduire juste à connaître l'histoire de la colonisation française ou pas, parce que en fait, tu vois que c'est hyper riche en petites histoires. C'est ça. En détail. Et comme tu l'as dit, le nombre de colons qui se sont mariés avec des natifs et qui ont fini par vivre avec eux et avoir leur spiritualité, ça montre que individuellement parlant, chaque personne n'est pas obligée d'avoir suivi le principe colonial du truc, quoi. Donc c'est. En fait, c'est ça qui est. Et puis en fait, ça toutes les personnes qui n'ont pas écrit aussi, qui n'avaient pas de but, pas de position, pas de statut particulier, qui ont dû vivre des choses
qui sont considérés comme des échecs coloniaux, mais qui sont tellement fous. Enfin, c'est tellement de la folie ce qui a dû se passer à certains moments. Et c'est en partie pour ça que d'ailleurs que à partir du 19e, quand la France récupère un peu son territoire colonial, ça n'existe plus ce genre de choses, parce que Oui, c'est c'est ça, ouais. des échecs. Ça- Et du coup, au lieu de s'adapter à l'autre, il faut que l'autre s'adapte à... C'est ça. En fait, le standard britannique, c'est ça qui va être pris comme principe même de colonisation, du coup. Ouais, c'est exactement ça, c'est sûr. C'est sûr, comme les Espagnols ou autres. C'est ça, ouais. Et ouais, c'est chaud, mais c'est pour ça, c'est trop. Des fois, quand tu lis comme ça des trucs de. C'est l'impression que les Français, ils étaient tellement, mais bizarres, quoi. Genre, les Oui, Français, c'est clair. un rebelle, C'est à chaque fois que moi j'apprends des trucs, c'est vraiment les mecs chelous en Europe, quoi, en fait. c'est vrai, je sais pas pourquoi ils devaient passer, mais quand tu te rends compte de certaines choses comme ça qui partent, je sais pas, t'imagines, genre, tu quittes ton pays, tu pars vivre dans les bois, Ouais. tu abandonnes tout, tu T'abandonnes t'aperçois tout, c'est la ça. colonie c'est de la merde, les Français vivent dans des conditions horribles. Enfin, ça doit être. Ouais, Je sais pas ce qui a dû se passer, mais franchement, ça devait être assez fascinant quand même à certains c'est moments clair. de l'histoire. Mais ouais, D'avoir mais c'est ça, ce. les textes comme ça de personnes qui ont écrit, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Et Ouais, je trouve qu'il y a vraiment une évolution en plus dans les textes en fonction des. Enfin, c'est vachement lié aussi à l'individualité de l'auteur, bien sûr, ouais. à la période à laquelle c'est écrit, etc. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais, t'as toute la période 17e, 18e, où Ouais. moi, je pense que c'est à partir de Louis XIV et tout ça, où tu as une sorte de sentiment un peu national Oui. qui reprend le dessus, où t'as plus en fait cette naïveté des débuts, tu sais, cette Ouais, candeur cette de candeur, le ouais, mec qui débarque effectivement. au Brésil et qui décrit juste ce qu'il voit sans poser de questions, et je pense qu'il doit juste penser à sa propre survie. C'est clair. À ce moment-là. Mais ouais, et alors que là, du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est assez. Bon, t'as toujours le truc où il se met vraiment en avant et tout, mais c'est assez intéressant. C'est très intéressant. Et après, c'est vrai que c'est probablement. Ça commence au 18e, mais je pense que le pire, c'est le 19e siècle, en fait. Oui, ah oui, c'est Il y sûr. a Bah, là, vraiment un là, passage en fait, 19e à où ça partir y du est, on a moment où. compris comment ça marche et en fait, Ouais, on en va fait, répéter un modèle constamment dès, de dès la destruction, en fin fait. du premier empire colonial français, c'est quoi? C'est Ouais. 1780, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc. La fin de la Nouvelle-France, c'est 1763. Mais ouais, dès la Fin de fin la de guerre de ça, en 7 fait, ans, ouais. t'as toutes ces. Je pense qu'en plus, t'avais des sortes de lignées, tu sais, d'apprentissage, de traditions qui Ouais. devaient se véhiculer. Enfin, t'avais des textes de référence que chacun devait lire, j'imagine, et puis même des récits oraux d'anciens voyageurs qui devaient former les nouveaux, etc. Donc je pense que c'est pour ça que t'as une sorte de tradition un peu particulière qui s'est créée. Et ouais, et tout ça, ça se perd, et après on repart sur Napoléon, machin, la Ouais, c'est ça. conquête, Là, et là, blablabla. il y a plus. La France, le département de l'Algérie. Oui, c'est exactement ça. C'est Et, vraiment, ouais. et c'est triste parce que tu vois, on le voit dans l'actualité et tout, que ce second empire colonial, il est extrêmement mal connu, mais les débuts de la colonisation, c'est quelque chose qui est encore moins connu pour le Bien coup. sûr. Et pourtant, c'est là où tu peux désamorcer, je pense, le truc de. Imaginons, tu as un contact entre des populations, la colonisation, c'est juste une voie. Et genre, Oui. tu as des fois où, dans des cas comme ça, de récits ou de personnes, ou même d'histoires de contact, où en fait, il y a une autre voie qui aurait pu être Ça. possible. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, ça ouvre un champ de possibilités. Parce qu'il y a toujours ce délire de se dire, de toute façon, c'est le plus fort qui domine et basta. Même au niveau Alors de que. l'imaginaire Bien sûr, ouais. populaire, genre si on imagine, je sais pas, on rencontre des aliens, t'as toujours cette peur, tu vois, du Ouais, contact. de devenir le colonisé, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et au final, c'est juste un fantasme de. D'ailleurs, il me semble que tout le délire de la guerre des mondes, c'était d'essayer de Ouais. mettre en perspective le fait que l'Europe soit colonisée par Ouais, une société plus puissante pour c'est clair. transparaître tout ça. Alors que Mais oui, d'autres c'est. d'autres choses. Parce que c'est vrai que le contact, au final, je pense qu'il aurait pu se passer. Le contact entre, je veux dire, l'Amérique et l'Europe, Et l'Europe, ouais. fatalement, il se serait passé, même s'il n'avait pas eu lieu en, Oui, de toute façon, il y a un moment donné au où. XXe siècle. Enfin, t'as aussi j'ai mentionné vite fait, mais les Scandinaves et les Vikings aussi avant. Ou De toute pareil, là façon. pour le coup, il y a eu contact, mais il n'y a rien eu, ça a débouché sur que dalle. Même au Ça doit niveau avoir quoi? Il y a archéologique, un village, je crois, non, un archéologiquement. village et alors du coup le village ne prouve pas le contact. Le contact est prouvé par des restes de noix qui ne sont pas de la région, donc qui ont été Ah, apportés, échangés. Et ok. je crois aussi que tu as des pointes de flèches. Donc c'est juste ça. Et ouais.
et pour le coup, ça a pas ça a vraiment pas changé la face du monde. Mais je pense que tu as raison, c'est important aujourd'hui de pouvoir montrer aussi aux gens qu'il y a d'autres solutions. Mmh. Et que c'est pas juste parce qu'on se rend bien compte qu'en fait c'est surtout une agressivité du système quoi. C'est Ouais enfin et la technique britannique, c'est on prend la terre c'est une question de capitalisme en fait d'une certaine manière. ouais, C'est pour engranger des revenus, de l'argent, etc. ça c'est clair. Donc si on sort de ce modèle économique là, Mais ouais, la les répression, contacts peuvent mieux se passer en fait c'est concrètement. clair. Tout ce qui est répression coloniale aussi, c'est Bien quelque sûr. chose, moi, que tu retrouves, tu sais, quand j'avais fait ma chronique là sur, la guerre de Sécession, où tu Oui. peux retracer aussi des choses qui remontent à la guerre de Sécession, qui ont été enfin, qui remontent à, enfin, qui ont été utilisées contre des autochtones, qui Ouais. servent à détruire des rébellions, ben, dans les pays du Proche-Orient ou dans ce genre de Mmh. choses. En fait, tu as vraiment Tout à des fait. choses qui sont développées par rapport à ça. Enfin, ça a été un laboratoire, ben, de toutes les horreurs, en fait, du XXe siècle et peut-être, dans le futur aussi. Donc Yes. yes, on va peut-être pas finir là-dessus. J'avais Bah un truc écoute. en tête, mais un truc plus léger, mais je me dis: Non, mais c'est bien. «Ah si». Il faut en parler aussi. Comme on l'a dit au tout début en introduction, t'as raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui va vers des problématiques qui sont, parce qu'il y a des nouveaux mondes qui entrent en contact, même si on se connaît tous. Le fait est que oui, le réchauffement climatique va entraîner des vagues migratoires et il faut qu'on arrête avec ces principes de dominance et qu'on essaye peut-être de trouver d'autres solutions pour que les différentes cultures puissent s'entendre entre elles aussi. Et je pense que des exemples de colonisation, j'aime pas, le terme qui me vient, c'est mais il est 22 heures de colonisation douce, un peu comme ce qui a pu être fait à certains endroits. C'est pas des colonisations douces, en fait, parce qu'au final, quand tu, je pense que c'est le logiciel de pensée qui est différent. Parce que même quand tu Oui, ah, remontes, c'est par bien dit exemple, comme phrase, oui. quand tu remontes, ben, à l'époque de l'humanisme, en fait, même en France ou quoi, tu pas ce délire de vouloir s'installer dans un pays, enfin, en tout cas, pour la France, Ouais. parce qu'en Espagne et tout, c'est autre chose. Mais, tu pas ce délire, en fait, tu vraiment ce truc de partage des savoirs, de bah, de ouais, enfin, juste D'échange en fait. d'échange de la Ouais. culture de l'autre. Mais tu penses que cette spécificité française dans la manière d'avoir ce contact, ça vient de quoi? Parce que tu vois, on aurait pu croire que ça aurait pu être la religion, mais les Espagnols sont catholiques aussi, c'est pas comme ça qu'ils se sont Ah non, mais comportés. je pense que c'est un hasard total, à mon avis, y a pas C'est vraiment, il y a pas de, c'est juste Ouais. certaines personnes à un instant T, quoi, en fait. C'est exactement ça. Je pense que c'est l'affaire d'individus, qui comme la colonisation, de l'Amérique, où si tu Ouais. avais pas eu Christophe Colomb, si tu avais eu un mec peut-être plus chill ou plus ouvert et pas un, psychopathe à se passer d'or, qui est capable de tuer pour arriver à ses fins, peut-être que ce serait passé différemment. Ça passait un peu Mais ouais, différemment, c'est oui. ça, le problème, c'est que tu as des individus qui sont aussi le produit d'une époque, le produit d'une des sociétés qui sont ultra violentes, bah, genre là, comme l'Espagne du XVe siècle, du XVIe Ouais. siècle, qui massacre ses populations, heu, enfin qui réprime ses populations, dans son propre pays. Enfin, c'est pour ça, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et c'est pour ça, en fait, je pense que c'est juste, tu des fois des trucs de hasard qui peuvent arriver. Tu as tout qui s'aligne, toutes les planètes qui s'alignent et dans certaines conditions, t'as d'autres voies possibles que de la colonisation où t'as, ben, Ouais. par exemple, juste des échanges entre des populations et il y a ça me fait penser, mais je crois que je l'ai déjà mentionné, je sais plus, il y a un journaliste qui s'appelle Charles Mann qui a écrit un livre qui s'appelle 1491 qui est très, Ouais. très bien où, bah, en fait, il reprend dans les textes, aztèques, dans les codex aztèques, tout ce qui reste et c'est extrêmement fragmentaire de la pensée aztèque, de la manière de voir le monde Mhm. et même en fait, de la philosophie qui est développée à l'époque et genre, il imagine, ce qu'aurait pu être, par exemple, un dialogue entre des philosophes aztèques et des philosophes chrétiens, tu vois, à l'époque, s'il y avait eu Oh, ah déjà ouais. ce dialogue et ça aurait été, bah, ouais, en fait, tu aurais clairement eu un accès à une autre vision du monde qui était formalisée, pour le coup, dans des textes, mais bon, pour le coup, les textes aztèques ont tous été brûlés à ce moment-là, donc c'est dommage. Ouais. Mais donc c'est pour ça, en fait, il y a des richesses culturelles qui auraient pu être mises en Ouais. avant. C'est Et ça, et puis et de nouvelles créées à travers la communication entre différentes cultures, justement, c'est ça, c'est aussi. clair. Parce que si on part du principe que c'est inévitable, autant essayer que Que ça ça se se passe passe bien, bien. quoi. Que ça se passe. C'est ça, C'est peut-être, je pense, ça. la grande leçon à tirer, c'est que, ben, en fait, la colonisation, c'est une horreur. Il faut absolument éviter que ça se reproduise. Bien Et sûr. c'est bien de le dire, mais si tu vois que ça continue encore de nos jours, ce genre de pensée. C'est bien de le dire, mais il faut le faire, en fait.
c'est clair. Et donc du coup, si vous êtes d'accord avec Nico, abonnez-vous et répandez cet épisode pour que d'autres personnes puissent l'écouter et découvrir aussi ces différents autres points de vue. Et oui, pardon, je faisais de la com, c'était la post-com, vas-y, je t'en prie. Non, juste, et un dernier point de contact, c'est une hypothèse que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé dans le livre dont je me suis servi là sur l'archéologie de la côte atlantique nord-est. C'est pourquoi ces groupes-là en fait sont restés chasseurs-cueilleurs, alors que beaucoup de populations qui sont sédentarisées, sachant que en plus, en fait, t'as des voies commerciales, des routes aussi qui permettent t'as des échanges entre les populations tout autour. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que tu te dis, t'as des populations qui fondent des villes, qui fondent des villages sédentaires, et pourquoi en fait à certains moments dans l'histoire, t'as des populations qui ont choisi, enfin littéralement presque, de rester De rester chasseur-collecteur. Ouais. et il y a une hypothèse qui est hyper intéressante. Alors elle est elle est pas appuyée par grand chose, mais c'est juste que tu sais, à un moment t'as une grande culture qui est la culture mississippienne, où t'as des énormes villes qui se forment. Oui, c'est ça, ouais, c'est. Et t'as Cahokia, la ville de Cahokia, Ouais, c'est ça, tout à fait. au XIIIe siècle. Et en fait, c'est une des hypothèses, c'est t'as des personnes, des gens qui sont venus sur les réseaux d'échange, donc qui faisaient partie des populations de chasseurs-cueilleurs, qui ont assisté à la chute de Cahokia ou des comme ça. Et du coup, pour éviter de C'est un traumatisme. c'est pas forcément un traumatisme, c'est plus une leçon en fait Une leçon, qui est apprise, que t'as tes voisins qui fondent des villes et qui sont qui concentrent en fait le pouvoir, et qui concentrent entre les mains d'une élite super réduite beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesse, et du coup qui choisissent en fait de ne, enfin qui choisissent de justement ne pas faire ça pour. C'est intéressant comme concept. C'est hyper intéressant parce qu'il y a forcément eu un contact en fait entre ces oui, fatalement, ouais. Et donc du coup la question est pourquoi. Donc c'est une hypothèse, bien sûr, c'est étayé par pas grand chose, mais voilà. Ok. Merci beaucoup pour toutes tes additions, Nico, dans tout ça. C'était un très chouette épisode à faire en ta compagnie, plus intimiste, parce qu'on était que deux tout le long. Mais comme on l'a dit, comme on le redit, c'est important, surtout en ce moment, surtout en 2025, de parler de ce genre de sujet. Et on essaiera probablement de refaire d'autres trucs dans ce goût-là en courant 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si ce format un peu plus détente et un peu plus focalisé vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à le dire pour qu'on corrige le tir ou non. Sur ce, Nico, merci encore à toi. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés parler d'un monde étrange qu'on ne peut pas connaître nous aujourd'hui, mais qui avait l'air extrêmement intéressant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.